Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier encore, des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil s'en prenaient à la célèbre statue en cire du roi Charles III. C'est au musée Tussaud à Londres et ils lui ont jeté un gâteau. Dimanche, c'était un tableau de Monet protégé par une vitre qui était la cible. Alors là, c'était un lancer de purée par des activistes du mouvement Dernière Génération à Potsdam en Allemagne, prônant une désobéissance civile nécessaire face à l'urgence climatique. Les auteurs, autrices de ces actions s'en prennent volontairement à ces nouvelles cibles, avec évidemment la volonté de choquer l'opinion publique dans tous les sens du verbe choquer. Cette méthode est-elle adaptée? Est-elle au contraire contre-productive ou ridicule? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bruno Nassim Aboudrare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien de l'art, spécialiste d'esthétique. Je vous ai invité parce que vous avez publié le Que sais-je consacré à la médiation culturelle et ces militants se sont attaqués, alors le verbe attaquer mérite là aussi d'être défini, à des œuvres d'art. C'est pourquoi je voulais votre point de vue à ce sujet. Et puis toujours dans ce studio, Sylvie Olitro, bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. On vous doit un ouvrage consacré aux presses de Sciences Po à la désobéissance civile. Je crois qu'il est utile de débuter tout d'abord par une définition de ce qu'est la désobéissance civile, Sylvie Olitro. Bien, volontiers. Alors pour rappeler en tout cas les principes de la désobéissance civile, après on verra aussi les pratiques. Donc entre la définition et les pratiques, il peut y avoir, je dirais, beaucoup d'extensions, effectivement. En tout cas, c'est une action non violente qui veut aussi interpeller l'opinion publique et qui a pour, en tout cas, ambition, je dirais, dénoncer alors une injustice ou le sentiment qu'une loi est inique. Donc voilà, ça c'est la définition, je dirais, première. Ensuite, on pourra discuter des pratiques nouvelles peut-être. Peut-être sur le mot violence, parce que donc, la violence, elle peut être physique, elle peut être aussi symbolique. Bref, qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de ce mot, Sylvie Olitro? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. La violence est souvent interrogée, puisqu'un acte peut très bien avoir une violence symbolique, notamment dans les cas qui nous occupent aujourd'hui. En tout cas, ce sont les militants eux-mêmes qui ont été... Alors, les tout premiers, c'est Martin Luther King, Gandhi, qui ont réclamé la non-violence, c'est-à-dire l'attitude, en fait, à l'égard des forces de l'ordre. Et principalement, le fait d'assumer ces actes, de ne pas opposer de résistance ou alors de la résistance passive, on va dire, et donc de pouvoir ensuite, je dirais, être arrêté et aller même jusqu'au procès. Donc c'est plutôt l'engagement non violent de sa personne, je dirais, surtout à l'égard des forces de l'ordre. Nassim Aboudrare, le fait de s'en prendre à des œuvres d'art, alors des œuvres d'art qui sont protégées par une vitre, mais malgré tout, sur le plan symbolique, il s'agit donc d'alerter l'opinion en utilisant un tableau qui, a priori, est innocent dans ce contexte-là, sauf si vous me démentez. Non, je ne vous démentirai pas sur le fait que le tableau est innocent. Ça, je pense que c'est certain. Je voudrais quand même revenir sur ce point. Le tableau est effectivement protégé et ils le savent. Et je pense que ça change tout parce qu'il y a des cas très nombreux dans l'histoire et assez nombreux dans l'histoire du XXe siècle où l'œuvre n'est pas protégée. Auquel cas, on s'en prend à l'œuvre et on cherche à détruire l'œuvre. Ici, ces militants ne cherchent pas à détruire l'œuvre. Je ne pense pas. Ils savent qu'elle est protégée et ils s'en servent différemment. Là, je pense qu'il y a un distinguo qu'il faut introduire qui me paraît important. C'est pas le même geste. Pas le même geste, mais malgré tout, on a affaire à des militants qui ont choisi des œuvres particulièrement célèbres ou particulièrement représentatives, puisque je ne pense pas que la statue en cire du roi Charles III puisse relever véritablement d'une œuvre d'art. Le fait de s'en prendre à un tableau, Nassim Aboudrare, qu'en dire? Pas mal. Il me semble qu'on peut en dire pas mal de choses. Je propose d'établir d'abord, de prime abord, une différence entre... Il y a deux attitudes qui consistent à détruire des œuvres d'art. L'une qu'on appelle l'iconoclasme, l'autre qu'on appelle le vandalisme. Ces deux mots, je les emploie de manière neutre, sans y mettre de valeur particulièrement négative ou positive. La différence que je ferais, c'est que l'iconoclasme s'en prend tendanciellement, disons, à ce que dénote l'œuvre, c'est-à-dire à ce qui est en elle. Par exemple, un iconoclaste, classiquement, va détruire, et à l'origine du processus, va détruire une image qui représente
Jésus, qui représente Dieu, parce que celle-ci représente Dieu et que Dieu est en partie en elle, Jésus est en partie dans cette image. Dans le vandalisme, on s'en prend plutôt à la connotation de l'œuvre d'art, c'est-à-dire que l'on va détruire une image, par exemple pour sa valeur financière, ou parce qu'elle représente ou parce qu'elle évoque le pouvoir, ou parce qu'elle plaît à beaucoup de monde. Classiquement, le vandalisme est né au moment de la Révolution française, quand les révolutionnaires ont commencé à rentrer dans les châteaux et à détruire des biens qui appartenaient soit au clergé, soit à la noblesse, non pas, encore une fois, pour ce qu'ils représentaient intrinsèquement, mais pour ce qu'ils représentaient de manière connotative. Voilà. Alors ici, on est dans un cas, je pense, plutôt dans les cas récents, plutôt de vandalisme. Encore une fois, j'emploie ce terme de manière tout à fait neutre, dans la mesure où les œuvres, il n'y a pas de lien ou très peu de lien, un lien très ténu entre la représentation de l'œuvre, ce qu'elle est intrinsèquement, et le geste qui consiste à l'humilier en lui envoyant par exemple de la soupe ou de la purée. J'ai même l'impression qu'il n'y a aucun lien à cet égard. Alors, non, on peut le solliciter. C'est le travail d'un sémiologue que de le solliciter. On peut dire qu'à la rigueur, entre des tournesols, enfin des œuvres qui représentent des objets naturels d'une grande beauté, d'une grande fraîcheur, comme des tournesols, des fleurs, des pêchers en fleurs à la galerie Courtauld à Londres récemment, ou Massacre en Corée de Picasso, il y a soit le thème de la nature, soit celui de la guerre. Mais c'est extrêmement ténu. Tandis que quand on s'attaque encore une fois, à une œuvre qui représente Jésus, c'est bien Jésus qu'on vise. Mais alors, Sylvie Olitro, peut-être qu'il y a un point commun. Il y a eu différentes actions. Alors là, on évoque avec Nassim Aboudrar les actions qui relèvent du monde de l'art. Il y a eu une action à Roland-Garros. Alors, ce point commun que l'on peut souligner, c'est le fait qu'on est pratiquement sûr d'avoir un geste qui sera médiatisé, dont l'écho sera important. Oui, tout à fait. Et pour revenir aux œuvres d'art, enfin, en tout cas, une des possibilités, je dirais, là, c'est d'un point de vue de la science politique, et non pas d'une position d'esthétisme, ce sont des œuvres d'art reconnues mondialement. Enfin, généralement, c'est une iconographie qui a bien circulé, je dirais, dans le transnational. Et donc, en s'attaquant à ces œuvres d'art, on pense qu'il peut y avoir un écho international, comme quand c'est Roland-Garros, qui est aussi un événement fortement médiatisé d'un point de vue international. Puisqu'on voit aussi que ces groupes ont tendance aussi à s'internationaliser, puisque sans avoir tout repéré, j'ai vu aussi qu'en Italie, il y avait aussi eu une action voilà, dans un musée, alors qui a peut-être été moins médiatisée, la preuve, puisqu'on a l'air de moins en parler. Mais... Donc ça veut dire qu'il y a quand même c'est à la fois une grammaire commune en point de vue du militantisme, et avec, à mon avis, un fort intérêt pour l'écho médiatique. Et si on veut poursuivre les points communs là aussi, Sylvie Olitro, on se dit qu'on a affaire à des gestes qui sont très médiatisés, qui vont avoir beaucoup d'écho aussi sur les réseaux sociaux, alors même que lorsqu'on les observe froidement, en réalité, il y a une vitre à nettoyer. À Roland-Garros, on peut même dire qu'il n'y avait quasiment pas de préjudice, sauf peut-être le fait d'interrompre les matchs quelques instants. Oui, tout à fait. Je dirais le dommage est très minime, enfin, si on le regarde froidement comme vous le dites, mais en réalité, l'aspect quand même symbolique à chaque fois, y compris dans le sport, fait qu'il y a un écho mondialisé, et aussi, effectivement, je pense aussi qu'il va y avoir une remise en ordre, en tout cas, sans doute des plans de protection et de sécurité, puisque, je pense qu'on va être un peu plus regardant dans l'intrusion de personnes dans ces espaces-là, parce que clairement aussi, ça attaque quand même autre chose, et c'est ça qu'il y a dans l'art, et qui a peut-être aussi dans le sport, ça attaque des pratiques, et des pratiques soit culturelles, soit sportives, qui sont quand même relativement partagées, je dirais, sur la planète. Donc, du vandalisme et pas de l'iconoclasme, Nassim Bruno Aboudrar, avec probablement là aussi l'idée que ce que nous faisons, je veux dire collectivement, à la planète, c'est une forme de vandalisme, et ce qui est fait aux œuvres, en tout cas symboliquement, c'est aussi une manière de vandaliser quelque chose pour
pour mettre en lumière peut-être le deux poids, deux mesures entre l'émotion suscitée par le geste et la non-émotion, en tout cas l'émotion insuffisante qui est soulevée par la dégradation de la planète. Oui, certainement. Et je trouve que vous pointez parfaitement toutes les ambivalences. Le fait que ce sont des actions qui sont extrêmement polysémiques, qui ont beaucoup de sens, au sens beaucoup pluriel, pas forcément beaucoup en qualité, mais beaucoup en quantité. Et c'est à la fois ce qui en fait la force, mais aussi la faiblesse. Par exemple, quand vous dites que ça attire l'attention sur le deux poids, deux mesures, oui, mais dans quel sens? Une partie de la population considère que c'est extrêmement choquant de s'en prendre à des biens culturels à la fois précieux et passifs, et que les militants feraient mieux, par exemple, de tenir un discours plus pédagogique que de choquer. D'autres, au contraire, vont comprendre le message tel que vous le définissez et considérer qu'effectivement, c'est pas normal de conserver des œuvres aussi bien et d'abîmer à ce point la nature. Mais le sens du message, enfin l'essence du message, sont à la fois faciles à décrypter, mais nombreux et souvent opposés entre eux. Et donc, c'est pas une communication très claire, il me semble. Et oui, parce qu'en fait, il y a des attitudes très différentes par rapport à ce geste. Les uns, parfois d'ailleurs, les plus âgés, ceux de ma génération, par exemple, considèrent qu'il y a quelque chose de dérisoire dans ce geste, que ça n'est pas véritablement sérieux. Les plus jeunes semblent considérer au contraire que ces moyens sont pertinents pour alerter l'opinion publique. Nassim Bruno Aboudrar. Oui, alors quelque chose de dérisoire dans ce geste, c'est le caractère dérisoire est lié encore une fois à ce que les œuvres actuellement sont protégées et à ce que les militants qui s'en prennent à ces œuvres le savent. Je voudrais revenir à une histoire princeps, à une histoire première, qui est l'acte que commet une militante suffragette en 1914. Qui s'appelle Mary Richardson et qui se munit d'une hachette, rentre dans la National Gallery et donne 9 coups de hache à la Vénus au miroir de Velázquez. Et la Vénus au miroir n'était pas protégée, elle le savait, et le tableau est troué, très gravement endommagé. Bon, il se trouve qu'il a été réparé et que les mauvaises langues disent qu'il a ensuite plutôt été endommagé par les restaurations qu'on lui a fait subir après la Seconde Guerre mondiale, mais ça c'est une autre histoire. Là, dans ce cas-là, on est, je pense, si je reprends les définitions que je posais tout à l'heure, on est à la jonction entre iconoclasme et vandalisme, parce qu'elle s'en prend probablement au corps de Vénus, et surtout, elle abîme le tableau. C'est complètement différent. Sylvie Olitro, un point de vue justement sur les attitudes, les réactions différentes à l'égard de ce geste. En tout cas, je dirais, y compris dans le mouvement écologiste, que je suis un peu davantage que les autres mouvements, les positions ne sont pas du tout uniformes. Et il y a aussi un clivage de génération, c'est pas que dans l'opinion publique, entre, je dirais, des militants, alors non pas old school, parce qu'eux aussi, ils ont créé souvent des événements médiatiques, mais ils ont surtout attrait sur l'opinion publique. Et ils peuvent penser, enfin, il y a toujours cette crainte, parce que c'est ça aussi un mouvement social, c'est de s'éloigner de l'opinion publique, en tout cas l'opinion publique générale, qui, je dirais, s'entend plus ou moins, et même pour ceux qui ne pratiquent pas le loisir culturel d'aller dans un musée, ont un immense respect pour les œuvres d'art. Enfin, en tout cas, ça fait partie aussi, je dirais, d'un consensus social. Donc, il y a effectivement un risque. Et dans le mouvement social, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, certains vont quand même exprimer leur solidarité, mais tout en se rétractant sur l'action, c'est-à-dire en disant on les comprend, mais on n'irait pas jusqu'à cautionner le geste. Nassim Bruno Aboudrar, je vais éviter de franchir le point Godwin avant 8 heures, mais malgré tout, le fait de s'en prendre à une œuvre d'art, cela peut renvoyer aussi à d'autres gestes qui n'ont pas été commis, et je m'empresse de le dire dans ce contexte-là, mais par exemple le fait de s'en prendre à un livre aurait une toute autre signification et serait perçu de manière bien différente. Ça dépend, il me semble, si on s'en prend à un livre ou si on s'en prend à une masse de livres, sans vouloir à mon tour franchir le point Godwin. Imaginons des militants qui brûleraient un exemplaire d'un rapport, je sais pas moi, de la Banque centrale invitant à ouvrir le plus de mines possible pour
pour lutter contre... Favoriser la croissance économique. Pour favoriser la croissance Quel qu'en soit le coût. Je donne des idées. Voilà. C'est gratuit. Ça n'a pas tout à fait le même sens qu'organiser un autodafé sur une place publique quand c'est le pouvoir qui le fait. Là, je pense que... Par ailleurs, je pense que dans nos cultures anciennes, le régime du livre et le régime de l'image sont pour le coup assez parallèles et pas forcément comparables. Mais surtout qu'en fait, le fait d'avoir du vandalisme à l'égard des œuvres d'art, il y avait un Batman où il y avait des œuvres d'art qui étaient vandalisées. Le Joker vandalisait des œuvres d'art, sauf d'ailleurs, il me semble, je ne sais plus si c'était un Bacon ou un Freud qui n'était pas touché. Donc ça aussi, ça peut correspondre à une tradition, Nassim Bruno Aboudrar. Alors, il y a deux traditions qui sont relativement parallèles, même si par moments elles se croisent. Il y a toujours cette tradition d'iconoclasme qui consiste, je le répète, à s'en prendre à des œuvres d'art pour leur sens intrinsèque. Et ça, on le retrouve à divers moments. Par exemple, les protestants, pendant les guerres de religion, là, Olivier Christin a écrit là-dessus des textes fondamentaux, des livres fondamentaux. Les protestants, on l'a un peu oublié, parce qu'il n'y a pas eu énormément de destruction d'œuvres d'art en France. Il y en a eu, mais il y en a eu énormément en Suisse et énormément en Angleterre. Là, ils détruisent des œuvres d'art chrétiennes. Auparavant, les dominicains, par exemple, qui arrivent à Cusco, détruisent le temple de Cusco pour y construire immédiatement une basilique dominicaine, parce que ce temple est le lieu, le lieu central de la religion. Donc là, on n'est que dans quelque chose... c'est pas du tout la même chose que la grande tradition d'iconoclasme, de vandalisme, excusez-moi, qui commence avec les invasions du Nord, justement les invasions vandales, ou par exemple Ostrogoths, etc., qui détruisent Rome pour le piller, pour humilier les Romains, et ça va se continuer jusqu'à nos jours. Alors, Sylvie Olitro, est-ce que c'est rattaché, est-ce que ces actions de désobéissance civile, elles se pensent sur la longue durée, elles se rattachent à une tradition, ou bien s'agit-il de générations spontanées ? Non, c'est plutôt une longue tradition, en tout cas pas à l'échelle de l'art, c'est peut-être une petite tradition, mais en réalité, elle a commencé à poindre au milieu du 19e siècle, en tout cas plutôt théorisée au milieu du 19e siècle. Je dirais les grandes pratiques datent du 20e, avec parce qu'il y a eu vraiment des mouvements sociaux de désobéissance civile. Alors Gandhi a clairement, c'était même des mobilisations de plusieurs milliers d'Indiens, donc c'était énorme. Là, on est plutôt quand même dans une nouvelle grammaire, une grammaire plutôt... je dirais, de petits groupes, mais très volatiles, très troublants à l'ordre public, pour reprendre des catégories justement policières, et ayant une réactivité très forte. Sylvie Olitro, on vous doit Militer pour la planète, sociologie des écologistes aux presses universitaires de Rennes, Bruno Nassim Aboudrar, la médiation culturelle, un que sais-je, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par l'activiste militante écologiste et porte-parole de l'association Alternatiba, Élodie Nass. En attendant, il est 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bon, alors après le billet politique, je ne sais pas s'il faut évoquer les nouvelles formes d'action politique versus les anciennes. En tout cas, on continue d'évoquer la désobéissance civile dans le mouvement écologiste. Nous sommes en compagnie de Sylvie Olitro. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. On vous doit notamment la désobéissance civile aux presses de Sciences Po. Nous sommes également en compagnie de Bruno Nassim Aboudrar. Vous êtes notamment historien de l'art et on vous doit Qui veut la peau de Vénus aux éditions Flammarion, un livre qui porte sur l'iconoclasme, puisque vous évoquiez il y a quelques instants la manière dont des militants écologistes s'en étaient pris à des œuvres d'art, je dois le préciser, protégées par une vitre, et vous nous avez dit qu'ils savaient que ces tableaux étaient protégés par une vitre. Et puis nous accueillons Élodie Nass, bonjour. Bonjour. Élodie Nass, vous êtes activiste, militante écologiste et porte-parole de l'association Alternatiba. Je vous propose d'ailleurs de nous dire en quoi consiste le militantisme de cette association.
Oui, alors Alternatiba et Action non violente COP21, ce sont 2 mouvements citoyens qui luttent pour la justice climatique, avec différentes modalités d'action, à la fois de la mobilisation citoyenne, de la mise en lumière d'alternatives, de comment on peut vivre différemment face au changement climatique, mais aussi des actions de résistance et du coup de désobéissance civile. Votre regard sur ces actions, donc il y a eu différents tableaux qui ont annoncé de la sauce tomate, de la purée, il y a eu aussi une statue en cire du roi Charles III, alors ça s'est déroulé à Londres au musée Madame Tussaud. Lui, la statue a reçu un gâteau, je dois être complet dans les informations que je donne. Mon regard, il est plutôt compréhensif et ce que je comprends, c'est aussi le niveau de colère et de désespoir que vivent les personnes qu'on a vues sont plutôt des jeunes activistes. Et ce que je comprends et ce que je vois aussi tous les jours en France, c'est beaucoup de jeunes, mais aussi de moins jeunes qui ont atteint un niveau de prise de conscience, qui ont vécu cet été aussi dans leur chair les conséquences du changement climatique et qui, face à l'inaction climatique, l'inaction politique des dirigeants, aussi les circonvolutions des chefs d'entreprise. Je pense à Total, à M. Pouyanné, par exemple, le PDG de Total, qui engrange beaucoup d'argent et qui essaye de nous convaincre du bienfait de ses actions. Et face à un manque d'action, des températures qui augmentent, il y a un niveau d'absurdité et de colère qui fait qu'on va vers des actions de plus en plus... des actions différentes en tout cas, avec un objectif de marquer aussi l'opinion publique. Oui, parce que justement, lorsqu'on essaye de réfléchir à ça, et le DINAS, alors on a bien compris que c'était des actions qui sont le fait de militants qui n'appartiennent pas à de grands mouvements. Il y a quelque chose qui est très lié aux réseaux sociaux aussi et qui relève un peu d'une logique de mimétisme, mais on n'a pas la sensation qu'il y ait un type d'action qui l'emporte sur d'autres, parce qu'on a affaire à des blocages, il y en a eu, il y a eu ces happenings avec des œuvres d'art, il y a des actions plus classiques avec des banderoles, bref, on voit en fait qu'il y a différentes actions, mais qu'il n'y a pas de mouvement général. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas de mouvement général, parce que moi j'ai l'impression au contraire que toutes ces actions, ces mobilisations, qu'elles soient légales ou illégales, elles participent à un mouvement plus global. Non, je parlais d'un type d'action qui avait l'avantage sur d'autres. Voilà, oui, mais justement, en fait, là on est dans un moment tellement d'urgence que face à l'énormité du changement climatique, on se dit que c'est notre devoir finalement que d'essayer un peu tous les moyens d'action qui sont à notre disposition. Il y a des moyens d'action légaux que sont les pétitions, des marches pour le climat, des recours en justice aussi. Je pense à l'attaque contre l'État français pour inaction climatique. Et puis à un moment, quand ces moyens d'action-là légaux ne suffisent plus, il y a la désobéissance civile, il y a des blocages. Moi, j'ai participé notamment au décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, qui nous a valu un grand nombre de procès. Et puis ces actions contre des œuvres d'art, c'est une façon de continuer à sonner, à tirer la sonnette d'alarme de l'urgence climatique. Sylvie Olitreau, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se jouer dans ces différentes formes de mobilisation? Est-ce qu'on a affaire finalement à un mouvement qui se cherche avec différentes tentatives? En réalité, moi, ce que j'entends, c'est tout simplement ce que nous, on appelle en sciences politiques la mise sur agenda et le maintien de la mise sur agenda de la question climatique. C'est-à-dire que clairement, effectivement, il y a bien des politiques, il y a des députés, notamment Europe Écologie Les Verts, il y a bien même des municipalités qui sont écologistes. Enfin, il faut rappeler aussi quand même, je dirais, dans la politique classique, qu'il y a aussi tout un tas de signaux qui ne sont pas faibles, puisque c'est des signaux quand même forts d'avoir mené quand même des municipales et de les avoir obtenus. En revanche, je dirais le mouvement social joue le rôle du mouvement social, c'est-à-dire à une autre dynamique, une autre temporalité et accentue beaucoup sur l'urgence, puisque l'idée c'est de la mise sur agenda et le maintien sur la mise sur agenda, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres crises aussi qui sont en compétition avec la crise climatique, crise ukrainienne, crise économique, sociale, enfin nous en avons pas mal. Ah oui, est-ce que ça vous fait peur, Élodie Nas,
menace que la préoccupation écologiste soit reléguée au second plan suite effectivement aux différents types de crises que vient d'évoquer Sylvie Olitreau? Alors, de fait, les crises actuelles, je pense notamment à la crise énergétique, est aussi liée d'une certaine façon à la question climatique. Plus les températures vont augmenter, plus on a de catastrophes climatiques aussi, plus la question de l'approvisionnement en ressources énergétiques se pose. Ce qui fait qu'on ne peut pas tout à fait décorréler ça. Et l'enjeu social est aussi intrinsèquement lié avec la question climatique, puisque on sait les moins responsables et les premières victimes du changement climatique, ce sont les plus précaires, ceux qui vivent déjà des impacts sociaux importants aujourd'hui. Notre enjeu, je pense, nous, en tant que mouvement climat, c'est comment on continue à donner une lecture qui permet de faire le lien entre ces enjeux et de ne pas complètement décorréler la question sociale de la question climatique. Et l'Ukraine? Est-ce que là, c'est quelque chose qui est hors du périmètre? Est-ce que ça vous donne aussi, je ne sais pas, à penser? Non, on en a beaucoup parlé au début de la guerre en Ukraine, puisque cette guerre, elle pose clairement la question de notre dépendance aux énergies fossiles, qu'elles viennent de Russie ou qu'elles viennent d'ailleurs. Et la question, c'est comment on en sort le plus vite possible, puisque en fait, les politiques n'ont pas été mises en place précédemment pour sortir de cette dépendance. Nassim Bruno Aboudra, vous souhaitiez réagir? Oui, mais ça date un peu maintenant. Non, je voulais réagir à l'expression action contre des œuvres d'art, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse d'action contre des œuvres d'art. Je pense qu'il s'agit d'action dans les musées, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire C'est-à-dire que les œuvres d'art, répétons-le, et c'est très bien comme ça, elles n'ont rien, il ne leur arrive rien. On n'est pas dans le cas où une œuvre d'art est détruite. Et je remercie les activistes. Ils choisissent en revanche un espace symbolique particulièrement investi, qui est un espace de conservation et qui est le musée. D'abord, c'est un très beau décor et je pense qu'il faut quand même corréler ça au fait que ça fait des images qui circulent, qui deviennent virales sur Internet et que ce soit toujours les mêmes images et dans le monde entier. On a une image à Melbourne, on a une image au Louvre, on a une image aux Offices, on a une image à la National Gallery, etc. Et ensuite, je répète, le musée, c'est un lieu de conservation et je pense qu'ils s'en prennent à un lieu de conservation quand on n'est pas capable de conserver l'espace extérieur. Mais ils ne s'en prennent pas aux œuvres d'art. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Ils font semblant de s'en prendre aux œuvres d'art. Et puis, il y a aussi d'autres formes de mobilisation qui sont en cours. Et le Dinas, je songe par exemple à une ZAD qui existe aujourd'hui à la Clusaz, c'est en Haute-Savoie. Il y a une retenue artificielle d'eau qui est programmée pour faire de la neige artificielle et des zadistes qui s'opposent à la construction de cette piscine artificielle. Là aussi, votre réaction? Oui, pour moi, ça fait partie des moyens d'action qu'on doit utiliser justement pour lutter à la fois contre le changement climatique, mais aussi contre des grands projets imposés et polluants. L'occupation d'un espace, parce qu'on dit zadiste, mais de fait, il y a aussi la question de qui sont ces personnes qui résistent. Pourquoi? Parce que c'est un terme que vous récuseriez, que vous auriez envie, je ne sais pas, de préciser? Non, je ne le récuse pas, mais il peut peut-être être un peu connoté, alors que en fait, les personnes qui s'opposent à ces projets, ce sont souvent des personnes qui habitent dans le coin. Je pense aussi, par exemple, à une ZAD très connue qui est celle de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont aussi des agriculteurs, des agricultrices, des habitants qui s'opposent à un projet qui a lieu près de chez eux. Et il y a une étude sociologique, par exemple, qui est sortie sur le sujet et qui montre que parfois, s'opposer à ce type de projet, c'est la première action de militantisme que peuvent avoir certaines personnes qui n'ont pas le profil de militants écolos qu'on a dans notre imaginaire. Vous voulez dire que c'est le début et pas forcément l'aboutissement? Apparemment, en tout cas, cela attire alors aussi bien des locaux que des personnes qui viennent de loin. En tout cas, pour Notre-Dame-des-Landes, c'était un profil assez composite. Je ne sais pas quel est le profil des gens qui aujourd'hui sont à la Clusaz. Je pense que la force de ces luttes près de chez nous, en fait, de s'opposer à un projet qui nous touche particulièrement, c'est le fait de rassembler des publics qui sont très différents, à la fois des militants écolos, mais peut-être aussi des personnes qui vont être touchées directement puisqu'elles habitent à côté.
Qu'en pensez-vous, Sylvie Olitro? Non seulement c'est un espace où effectivement on peut attirer, je dirais, des nouvelles recrues, mais c'est aussi un espace contre-culturel au sens classique, c'est-à-dire au sens où des nouvelles expériences différentes d'ailleurs, qui va de la permaculture jusqu'à même d'ailleurs justement des ateliers de désobéissance civile, sont prodigués. Donc c'est un espace, d'un point de vue de la sociologie des mobilisations, c'est un espace où va se construire aussi l'identité, une identité qui va permettre ensuite, je dirais, de décliner d'autres actions. Ce qui fait aussi que quand même les États regardent de très près les ZAD ou tout ce qui est qualifié ZAD. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'actuellement, il y a une propension à qualifier ZAD tout acte d'occupation parce que clairement, les pouvoirs publics savent qu'au fur et à mesure, au début, c'est une occupation et on ne sait pas ce que ça va devenir. Et il peut y avoir aussi des groupements qui ne sont pas forcément écologistes, qui traversent aussi ces espaces-là. C'est-à-dire très clairement, des anticapitalistes qui recourent un peu plus à la violence, on va dire, et surtout contre les biens. Et ça, c'est quelque chose, Élodie Nasse, que vous souhaiteriez distinguer, puisque donc, alors, je rappelle que vous êtes porte-parole d'une association qui, Alternatiba, qui a recours justement à la non-violence. Oui, après, ça mériterait de prendre le temps de définir aussi ce que c'est que la non-violence. On a le temps. C'est parfait. Puisque dans les actions qu'on peut mener, dans la stratégie de lutte non-violente, ce qu'on peut appeler le sabotage ou la dégradation matérielle, elle peut aussi faire partie de notre stratégie et d'une action de désobéissance civile. Le fait en fait, tout ce qui empêche l'action de se dérouler, typiquement, quand on est rentré sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour s'opposer au projet de l'extension de l'aéroport, donc c'était le projet du terminal 4, on a découpé les grillages qui nous empêchaient de rentrer sur la piste. On parle beaucoup aussi de sabotage. Il y a eu l'épisode des méga-bassines, par exemple, dans le Marais Poitevin, qui a plutôt été assimilé à du désarmement. En fait, c'est ce type d'action en fait, contre du matériel, elle est aussi importante et je pense qu'elle est nécessaire aujourd'hui dans la lutte écologique. Parce qu'en fait, c'est une sorte d'équation un peu complexe parce qu'il faut à la fois que ces actions soient non violentes, si on se réclame de la non-violence, mais il faut dans le même temps, Élodie Nasse, qu'elles marquent parce que sinon elles disparaissent complètement. Comment faire la balance ? On réfléchit à ces actions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont jamais menées de manière spontanée. Aussi, Sylvie Olitro parlait d'ateliers sur la désobéissance civile. De fait, on organise régulièrement, partout en France, des formations à la désobéissance civile où on explique aussi un peu de théorie, d'où ça vient, l'enjeu entre la légalité et la légitimité, qu'est-ce que ça veut dire en termes juridiques, parce qu'on n'envoie personne en action sans savoir ce qu'il ou elle risque. Parce qu'évidemment, on prend des risques. Et on se prépare ensemble pour avoir des bonnes réactions, pour anticiper tout ce qui peut se passer sur une action. Sylvie Olitro. Alors moi, en tout cas, ce que je veux ajouter, notamment ça avec mes travaux de sociologue, je dirais, sur les écologistes, et qui d'ailleurs sont croisés avec les travaux de Graham Hayes, avec qui j'ai travaillé notamment sur la désobéissance civile. Je crois que ce qui fait quand même un peu la spécificité et singularité de l'écologie, c'est que c'est de la non-violence réclamée surtout à l'égard, je dirais, du vivant et des êtres vivants. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, la non-violence à l'égard des humains, évidemment, et du vivant. Ça, c'est un point très, très... je dirais, c'est le Rubicon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du sabotage. Enfin, en gros, tout ce qui est matériel, la violence peut être réclamée. Enfin, et on dirait... Enfin, légitimée parce que, voilà, il y a action. Mais les actes, et c'est ça qui pose question aussi dans certaines manifestations, où il y a aussi des confrontations avec des forces de l'ordre. Et pour l'avoir vu, il y a un certain nombre de militants, par contre, qui ont été très choqués aussi, très choqués par les répressions, par aussi la diffusion au sein de la manifestation de pratiques violentes, et y compris eux-mêmes, ils étaient sur, la défensive et ne savaient pas comment gérer cette violence. Parce que vraiment, a priori, j'ai bien dit a priori, après
Il peut y avoir des individus qui y recourent, mais le Rubicon, enfin, ce qu'il ne faut vraiment pas dépasser, c'est les actes de violence à l'égard des êtres vivants. Alors je mets vivant parce que ça peut être aussi à l'égard du végétal ou de l'animal. Justement, une réaction, Élodie Nasse? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Le choix de la stratégie de lutte non violente, elle est aussi pour préfigurer le monde que l'on veut voir, et c'est un monde qui est non violent envers les personnes, qui est un espace aussi de respect, d'échange, etc. Et puis, Sylvie Ollietreau le disait, face à la répression de l'État, à la violence qui est utilisée aussi, notamment par les forces de l'ordre, on sait qu'on ne pourra jamais gagner, en fait, face à cette violence-là. Nassim Aboudra. Oui, il me semble qu'il y a quand même une forme de violence exercée sur soi. Quand les personnes qui s'engluent, par exemple, à côté d'un tableau, sur une simèse à côté d'un tableau, ou directement sur la vitre du tableau, ce qui était le cas à Florence sur le printemps, elles exercent une violence sur elles-mêmes. Et les personnes qui s'enchaînent, elles exercent une violence sur elles-mêmes. Il me semble qu'on ne peut pas tout à fait dire que le vivant est exempt de violence. Simplement, ce n'est pas une violence exercée sur l'autre. C'est vrai que quand on... Oui, c'est vrai que quand on mène des actions de ce type, on se dépasse, on se met dans des conditions qui sont difficiles. Physiquement, effectivement, parce qu'on s'englue ou parce que ça, c'est pas forcément des choses qu'on a pratiquées, mais un blocage qui va durer plusieurs heures, voire toute une journée, voire plusieurs journées. Oui, ça nous met dans des conditions difficiles. Ça peut être du froid, c'est aussi la potentielle peur de la répression qui peut avoir lieu, qu'elle soit physique par les forces de l'ordre ou qu'elle soit judiciaire. Un procès, il y a beaucoup de militants qui vivent ça. Et en fait, c'est jamais quelque chose de facile, puisque c'est se retrouver en tant qu'individu face à la justice, qui est quelque chose qu'on voit comme plutôt condamner des criminels. Donc oui, peut-être que c'est exercer une sorte de violence envers soi. Après, la situation oblige à des actions qu'on n'aurait pas imaginées, en fait. Et c'est ce que disent la majorité des activistes après avoir vécu ce type d'action. Sylvie Ollietreau. J'ajouterais que je suis tout à fait en accord avec l'idée je dirais, c'est un militant. Moi, c'est ce que j'ai écrit dans mes ouvrages et dans mes articles. C'est un militantisme exigeant, parce que c'est un militantisme d'exemplarité. Il faut être exemplaire dans la pratique, exemplaire aussi jusqu'à, je dirais, au boutisme, parce que effectivement, ça peut aller jusqu'à l'engagement du corps, et avec une dimension alors qui existait notamment parmi les tout premiers, notamment Gandhi, qui était clairement dans l'engagement du corps, le sacrifice, puisqu'il y avait aussi du jeûne. Le jeûne n'a pas encore été pratiqué ces temps-ci, mais il pouvait aller jusqu'au jeûne. Et donc, grève de la faim. Et grève de la faim. Mais alors, l'autre question qui se pose, Élodie Nasse, à vous, autrement dit aux militants écologistes, c'est tout simplement pourquoi ne pas vous en tenir à un militantisme politique via donc les structures traditionnelles, autrement dit les partis. Est-ce que c'est un militantisme qui est exclusif? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous n'êtes pas militante politique, je veux dire militante d'un parti, comme par exemple Europe Écologie Les Verts, puisque vous avez choisi l'engagement associatif? Faites-vous un choix ou s'agit-il d'un engagement conjoint? Alors ça, c'est des actions, c'est des choix plutôt individuels. On retrouve des activistes qui sont aussi militants politiques. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de déception aussi envers les partis politiques, envers les dirigeants politiques en général. Y compris ceux d'Europe Écologie Les Verts? Oui, après... Ou d'autres dirigeants politiques? Oui, en tout cas, c'est clair qu'une des vagues récentes de personnes qui souhaitent rejoindre l'action, ça a été au moment du premier tour, le soir du premier tour de l'élection présidentielle. On a vu un grand nombre de personnes affluer qui étaient dépitées de ce choix qu'on devait faire pour le second tour. Et je me permettrai juste de revenir sur un élément, c'est qu'on a parlé de dépassement, de choses qui étaient assez difficiles, et on pourrait se
demander mais pourquoi se mettre dans des situations comme celle-ci, au-delà de l'urgence climatique qui nous pousse à passer à l'action, il y a aussi quelque chose de très fort dans la lutte et dans l'activisme, qui est le fait qu'on n'est pas tout seul, qu'on se retrouve avec plein d'autres personnes qui ont qui sont traversées par ces mêmes émotions de colère, de rage, de désespoir. Mais en fait, le fait d'être ensemble nous apporte une sorte de joie et d'espoir de pouvoir construire quelque chose d'autre. Et ça, c'est pas négligeable, je pense, dans la lutte. Mais il me semble que fut un temps, on trouvait ça dans les partis. Vous souriez parce que vous ne vous souvenez peut-être pas de ce temps, mais je veux dire, le fait d'avoir des luttes collectives, une colère, parce que la colère, c'est aussi l'un des affects qui peut être à l'origine de l'engagement politique. Pourquoi ça ne se traduit-il plus par l'engagement dans un parti? Vous pourriez être militante écologiste ou ce que vous voulez d'ailleurs, et inscrire ça à l'agenda. Alors, je pense pas que ce soit totalement... ça s'oppose pas forcément. Pas forcément. Mais de fait, on a vu dans les dernières élections nationales que ça n'a pas abouti. Et nous, on estime que face à... En fait, que l'action politique ne suffira pas et que même si on avait eu des dirigeants élus au niveau national qui portaient à cœur la question de l'urgence climatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on aurait eu besoin en tant que mouvement social de continuer à mettre la pression et de continuer à porter un changement de conscience aussi au niveau global, au niveau de la société. Un mot de conclusion, Sylvie Olitro. Je ne suis pas... vous me mettez face à un grand enjeu. Non, mais c'est intéressant de voir ce glissement, s'il y a glissement entre... je ne sais pas s'il y a un glissement, parce que le mouvement écologiste, depuis le début, alors déjà, il s'est demandé toujours si un parti politique était utile. Donc, clairement, là, on est avec un vrai parti politique, avec des vrais élus, je dirais, et même une place de choix dans les institutions. Mais je crois que le mouvement écologiste restera toujours vivant parce que, clairement, il y a aussi cette dimension à la fois d'exemplarité, de goût de l'action, on va dire. Et alors par contre, ce qui est un peu nouveau, le fait qu'il y a une énorme... effectivement colère, un sentiment d'urgence et qui construit clairement l'idée que l'urgence, en tout cas pour les plus jeunes, l'urgence ne peut être exprimée que par l'action. Merci beaucoup Sylvie Olitro. Je rappelle vos ouvrages Militer pour la planète aux presses universitaires de Rennes et La désobéissance civile aux presses de Sciences Po. Merci Nassim Bruno Aboudrar. On vous doit notamment Qui veut la peau de Vénus aux éditions Flammarion. Merci Élodie Nas. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Alternatiba et de l'ANF COP21, l'action non violente COP21. 8h44 sur France Culture. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.